Bonjour à tous, je m'appelle Colombe Schneck, je suis écrivain et je vais vous lire un extrait, le début de mon dernier roman qui a pour titre Nuit d'été à Brooklyn, qui a été publié chez Stock et qui se passe à New York en 1991, où j'ai habité moi quelques années comme jeune journaliste. 19 août 1991, jour de l'accident. C'est un soir d'été où les enfants jouent dehors après avoir dîné. La queue de l'ouragan Bob est passée le matin, des rayons clairs traversent les nuages. Sur le trottoir encore mouillé, devant le 1677 President Street, Gavin Gatto, 7 ans, et sa cousine Angela Gatto réparent la chaîne de la bicyclette rouge du petit garçon. Carmel, le père de Gavin, est à la porte, il les observe. Le 77 President Street est un bâtiment de briques de 4 étages dans un ensemble qui en compte 3. Pour rejoindre le 1677 President Street, en sortant du métro, vous tombez d'abord sur le 770 Eastern Parkway, une grande maison de briques rouges à l'allure néo-gothique construite dans les années 20, avec des petits toits pointus, d'étroites et hautes fenêtres. Elle abrite depuis 1940 la synagogue et la yeshiva des Lubavitch qui ont fui la Pologne et se sont installés dans ce quartier alors peuplé d'immigrés italiens, irlandais et de noirs américains. Depuis le 770 Eastern Parkway, vous tournez à droite sur Kingston Avenue. Vous arrivez dans President Street. La rue est bordée de pavillons, maisonnettes, protégées de jardinets où vivent des familles juives. Des courtils restent fleuris d'iris mauve et de clématites aux petites pétales blancs. Les balançoires émettent les mêmes grincements. Vous pouvez apercevoir les couleurs des rideaux à travers les fenêtres. Encore 5 minutes de marche et vous êtes au 1677 où se situe l'immeuble et où vit la famille Cato. Le 1677 President Street est à 15 minutes à pied de la synagogue Lubavitch, la première construction avant d'arriver au croisement avec Utica, une rue commerçante, coiffeur afro, poulet jerky, fruits et légumes, supérettes, restaurant chinois cachère, sneakers, bijouterie étincelante. Le père de Gavin travaille comme maître d'œuvre dans le bâtiment. Sherman, le père d'Angela, est garde du corps à l'ONU. Ils ont immigré 1 an auparavant de Guyane et ont rejoint de nombreuses familles de classe moyenne ou plus modestes, originaires des Caraïbes, qui se sont installées ici à la fin des années 60. Les Blancs sont alors partis et seuls 20 000 Lubavitch sont restés vivre parmi les 180 000 habitants antillais et afro-américains de Crown Heights, ce quartier de Brooklyn à 20 minutes en métro de Manhattan. Il est 20h20, alors que les enfants s'amusent avec le vélo rouge de Gavin. 3 voitures reviennent du cimetière Old Montefiore dans le Queens. Elles accompagnent le rabbin Menahem Mendel Schneerson. À l'avant du cortège, une voiture de police banalisée, avec à son bord 2 policiers et un gyrophare allumé. Au milieu, la voiture du rabbin et derrière, un break Mercury Grand Marquis de couleur bleue, conduite par un homme de 22 ans nommé Joseph Lisch. Le feu à l'intersection du President Street et de Utica Avenue est vert. Les 2 premières voitures passent devant les enfants. Le conducteur de la 3e voiture, Joseph Lisch, pour ne pas perdre la voiture du rabbin, accélère, passe à l'orange et accroche l'arrière d'une Chevrolet Malibu de 1981 conduite par un homme nommé Peter Petrosino. La voiture dérive vers la droite. Joseph Lisch reprend le contrôle, veut éviter 2 personnes qui traversent la rue et heurte volontairement un muret de béton qui se trouve sur le trottoir. Il aperçoit trop tard, les 2 enfants jouant juste derrière, espère qu'il est suffisamment solide pour les protéger. Ce n'est pas le cas. Le muret en béton explose. La voiture s'arrête complètement au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée de l'immeuble. De l'autre côté du trottoir, là où les enfants s'amusaient quelques secondes avant, sur la roue du vélo rouge.
le père de Gavin, Carmel Gatto, surveille les enfants depuis la fenêtre de son appartement. Je me dis, il va y avoir un accident. Je me demande jusqu'où la voiture va aller. J'entends qu'elle heurte d'abord le muret, sans voir ce qui se passe exactement. J'entends une explosion, je vois mon fils allongé sur le trottoir. Silence. Tout cela va très vite. Mon père ne bouge plus. Silence. Mon fils ne bouge plus. Silence. Je veux aller le voir. Silence. Les policiers m'ont jeté, poussé, moqué, insulté. J'essayais d'expliquer, c'est mon fils, mes enfants. On est à l'hôpital, je ne comprends pas, cela dure longtemps. Un médecin arrive et me demande de le suivre. Silence. Il m'annonce que Gavin est mort. 25 ans après, dans une vidéo retrouvée sur Internet, j'ai vu Carmel Gatto poser sa main sur ses yeux pour cacher ses larmes. Gavin est tué. Sa cousine Angela est gravement blessée aux jambes. Joseph Lisch, le conducteur et ses passagers sont blessés. L'escorte du rabbin ne s'est pas arrêtée. Son chauffeur et les policiers n'ont pas conscience qu'un accident a eu lieu. Un attroupement se forme sur le lieu de la catastrophe. Joseph Lisch sort de la voiture, il essaie de la soulever afin de dégager le petit garçon coincé en dessous. 4 jeunes hommes l'en empêchent, s'emparent de lui, le tabassent. Un passager de la voiture, Lévi Spielmann, tente de trouver une cabine téléphonique pour joindre le service d'urgence. Il est attaqué avant de pouvoir le faire. Un homme l'extrait de la voiture et dit aux autres « Il est à moi, je vais le faire arrêter ». Il le met en sécurité. 2 minutes après l'accident, sont sur place la police et l'ambulance privée de Hatzolah, association de volontaires juifs créée à la fin des années 60 pour offrir un service médical d'urgence aux membres de la communauté juive ne parlant que yiddish. Les ambulanciers de Hatzolah commencent par s'occuper des enfants et une ambulance mieux équipée de l'hôpital public de Kings County arrive entre 1 et 2 minutes après eux, selon le rapport de police, et prend en charge Gavin. Les policiers demandent aux ambulanciers de Hatzolah d'emmener Joseph Lisch et ses passagers car la foule montre son hostilité aux responsables de l'accident aux cris de « Juifs, Juifs, Juifs ». Une 3e ambulance privée Hatzolah s'occupe d'Angela qui souffre de plusieurs fractures aux jambes. À l'hôpital méthodiste, dans le quartier de Park Slope à Brooklyn, Joseph Lisch fait un test d'alcoolémie, il est négatif. On lui pose 16 points de suture sur le visage et le crâne. Les ambulanciers qui ont pris en charge Gavin arrivent à l'hôpital de Kings County. À 20h32, la mort de Gavin est constatée. À l'annonce de la mort de l'enfant se propage dans la rue une série de rumeurs. Joseph Lisch était ivre. Joseph Lisch a voulu tuer l'enfant. Joseph Lisch n'avait pas de permis de conduire. Joseph Lisch a brûlé un feu rouge. L'ambulance Hatzolah a refusé de soigner Gavin et il est mort. À un concert de B.B. King qui a lieu à Wingate High School, un lycée situé à au moins 2 km de l'accident, un homme prend la parole pour annoncer « Les Juifs ont tué un gosse ». Une centaine de personnes se rassemblent devant le 1677 President Street. Parmi eux, Charles Price, 37 ans, chauve, petit délinquant, héroïnomane. Il est le plus âgé du groupe. Il avouera « J'ai vu le mélange de sang et d'huile sur le corps de l'enfant. Cela a été comme moi un détonateur, une explosion à l'intérieur de moi. » Il se place au centre du lieu de l'accident et apostrophe la foule. « On n'en peut plus. Les Juifs obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils tuent nos enfants. Nous n'obtenons ni la justice, ni le respect. » Un autre ajoute « Allons vers Kingston Avenue et attrapons les Juifs. » Charles Price reprend. « Vous ressentez ce que je ressens. Vous ressentez cette douleur. Je vais dans le quartier juif. Qui vient avec moi ?» Des jeunes jettent des bouteilles sur les policiers présents. Une voiture aux couleurs d'une école juive est incendiée. Devant le 777 Eastern Parkway, des Lubavitch lancent des pierres à leur tour. À 23h20, un Australien de 29 ans nommé Yankel Rosenbaum, étudiant au doctorat d'histoire à l'université de Melbourne,
venu à New York afin d'effectuer des recherches au YIVO, Centre d'études juives, marche sur Brooklyn Avenue. Il n'a pas été prévenu de l'accident, de la mort de Gavin, ni des violences qui ont suivi. Il est orthodoxe, mais pas Lubavitch. Il est roux, barbu, porte une kippa sur la tête, un costume noir, un châle à franges blanches dépasse de sa veste. Il a l'air juif. Et quand il croise un groupe de jeunes hommes devant une école au coin de Brooklyn Avenue et President Street, Charles Price le signale. « En voilà un, attrapez-le, il y a un juif, attrapez le juif. » Yankel Rosenbaum est battu puis poignardé par un petit groupe indistinct. 15 minutes plus tard, Lemrick Nelson, 16 ans, qui porte un t-shirt rouge et une casquette de baseball, est retrouvé par des policiers cachés derrière un buisson. Dans la poche arrière de son jean, un couteau sur lequel est gravé « Kill Air » et 3 billets de $1, tous tachés de sang. Les policiers présentent Lemrick Nelson à Yankel Rosenbaum, encore conscient malgré sa blessure. Il le reconnaît et l'apostrophe. « Pourquoi m'as fait-tu cela? Je ne t'avais rien fait. » Yankel Rosenbaum est transporté à l'hôpital où il meurt 4 heures plus tard en raison d'une erreur de diagnostic. Une importante blessure n'a pas été détectée par les médecins. Lemrick Nelson, pris en charge pour difficultés scolaires et de comportement à la Paul Robertson High School, dont le niveau en lecture est celui d'un enfant de 8 ans, en calcul d'un enfant de 10 ans, sera poursuivi comme un adulte pour le meurtre sans préméditation de Yankel Rosenbaum. Tout au long de cette première nuit, une foule, en majorité des adolescents, crie dans les rues de Crown Heights « Juifs, juifs, juifs ». Cet accident, je tente de le reconstituer 25 ans après. Les témoins s'opposant sur la couleur du feu, la vitesse de la voiture, l'ordre d'arrivée des ambulances, imaginant et ajoutant des si inutiles. Si l'escorte du rabbin avait ralenti l'allure, si la Chevrolet Malibu de Peter Petrosino avait été plus rapide, si Yosef Lish avait accepté de perdre de vue la voiture du rabbin, si l'inquiétude n'avait pas pris toute la place, il l'aurait freiné, serait arrêté au feu à l'angle d'Utica et President Street. Gavin et Angela auraient continué leur jeu, le vélo rouge aurait été réparé, le père aurait sifflé l'heure d'aller se coucher, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 16 juin 91, 2 mois avant l'accident. Frédéric lui a donné rendez-vous à l'Union Square Café. Il est arrivé en retard, de 10 minutes, ne s'est pas excusé. Esther, elle, est toujours à l'heure, c'est-à-dire en avance de 5 minutes. Il a commandé des tuna melts, du thon en miettes sur un muffin toasté, agrémenté d'une tranche de cheddar fondu et 2 jus d'orange. Il a trouvé le choix de Frédéric, cette combinaison thon plus cheddar fondu, bizarre. Lui, en face de cette jeune femme, dont il doit deviner les questions. L'accent français, les mots qu'elle invente, sorte de mayonnaise franco-américaine, les fautes de syntaxe, la rapidité de son élocution la rendent difficilement compréhensible. Elle parle trop vite, de peur que ce qu'elle veut dire ne lui échappe, et aussi d'imposer à son interlocuteur des secondes supplémentaires qu'il pourrait mieux utiliser ailleurs. L'idée qu'il puisse rendre une jeune Française nerveuse amuse Frédéric. Elle baisse les yeux, dès qu'elle sent que leurs regards se croisent, tapote sur son petit magnétophone. À 41 ans, Frédéric est professeur de littérature française à la New York University, NYU. Il a déjà eu le droit à un portrait dans le New Yorker, titré « Gustav's Friend », avec une photographie en noir et blanc par Richard Avedon, qui avait été davantage commenté que l'article lui-même, car il était rare que le journal cède à sa tradition de ne publier que des dessins. Le journaliste contait sa biographie. Son grand-père, petit-fils d'esclave, barbier à Chicago, qui avait fait fortune en apportant des rasoirs, des brosses et des peignes en corne de Grande-Bretagne, puis des parfums de France. Son père, qui avait choisi de vivre dans le sud de la France à la fin des années 50. Sa mère, poétesse antillaise.
Sa naissance à Aix-en-Provence, l'enfance à Beaulieu dans le Luberon. Il est décrit marchant pieds nus, humant les odeurs argileuses des tomates et de la lavande acidulée. Puis se retrouvant à Chicago, dans des agneaux glaciales, sans dans la friture les pots d'échappement. À Chicago, à 11 ans, il a découvert d'un coup qu'il appartenait à un monde de privilèges, coupé du reste du pays. La somptueuse boutique de son grand-père, la grande maison de Park Manor, le quartier où se concentrent les riches familles noires, le lab, le lycée expérimental de Hyde Park, avec ses 2 élèves noirs par classe, et aussi qu'il n'était plus un enfant d'exotique expatrié, mais un adolescent afro-américain. C'est avec son grand-père qu'il a eu la conversation. Ne pas parler trop fort, ne pas courir dans les rues, sous peine d'être en danger, s'écarter quand il voyait une femme blanche devant lui afin de ne pas l'effrayer, ne jamais se faire remarquer, ni risquer d'être arrêté par la police. Il était désormais constamment, quoi qu'il fasse, suspect. Si par grand malheur il est arrêté, il fallait baisser la tête et toujours répondre « Yes, sir ». Le matin, Esther a entendu à la radio ce cri joyeux qui va se répéter jour après jour, ciel clair sur New York, jusqu'à la mi-août et l'arrivée des orages. Le matin, Esther a entendu à la radio ce cri joyeux qui va se répéter jour après jour, ciel clair sur New York, jusqu'à la mi-août et l'arrivée des orages. Le ciel est différent de celui laiteux qui se déploie à Paris. Ici, il est si haut que même l'ombre des gratte-ciel ne pèse pas sur l'allure filante des rues. Frédéric sort des bureaux de Random House, son éditeur. Il est en retard, pour une raison à laquelle il ne s'habitue pas, raison qui le met toujours en colère, raison qu'il ne peut partager avec des blancs comme Esther, raison qui est toujours douteuse pour certains blancs. Il est parano, il n'a pas de preuves, cela arrive à tout le monde, il n'est pas le seul, il n'a pas le droit de se plaindre, et malgré le portrait dans le New Yorker avec la photo de Richard Avedon, malgré son costume de professeur en serge beige de chez Brooks Brothers, sa chemise blanche, ses chaussures en lacets de chez Paul Stewart, il lui est toujours difficile d'arrêter un taxi. Il lève le bras, il s'agite, il reste invisible, le chauffeur regarde droit devant lui, il a vu un blond levant lui aussi le bras. Frédéric prend toujours le métro, même s'il a les moyens de s'offrir un taxi. Frédéric prend la station de métro Union Square, est connue. Il s'est dit en choisissant le lieu que pour la Parisienne qui allait l'interroger, ce serait facile à trouver. En entrant, il hésite devant le décor. Est-on dans un véritable diner ou une imitation, pour yuppies, usant des codes du diner? Les serveuses portent un tablier blanc festonné. Les meubles sont en formica, aux couleurs franches, bleu clair, rouge, jaune. Le service est assuré par des étudiants pas toujours très pros. On entend régulièrement des bruits de plateaux qui se renversent, d'assiettes et de verres cassés. Le cheeseburger est à 8,50 $. On est bien dans une imitation. Esther a faim, mais n'a pas osé prendre un plat. Elle est encore à l'âge où l'on s'inquiète de ce que les inconnus peuvent penser de vous. Commander un plat alors qu'on a rendez-vous pour une interview, cela ne se fait pas. Frédéric Armitage va certainement penser qu'elle abuse de la situation, qu'elle imagine, puisqu'elle est française, qu'il va l'inviter, et elle a remarqué le prix. Il est plus petit qu'elle ne l'imaginait et très beau. Il est très fin, dessiné, le nez droit, les yeux d'un vert kaki, de longs cils. Elle est étonnée de le trouver aussi beau en vrai qu'à la télévision. Frédéric a retiré sa veste, sa chemise blanche est ouverte de 3 boutons sur son torse. Frédéric a un corps, et c'est la première chose qui séduit Esther. C'est Frédéric, en ce début d'après-midi de 11 juin 1991, a accepté flatter une interview dans un grand quotidien français. Il a été déçu quand il a vu Esther. On lui a envoyé une stagiaire. Elle aimerait commencer, c'est son premier entretien comme journaliste. Elle est intimidée, et plus vite ce sera terminé, mieux ce sera. Lui n'est pas pressé, il mange son Tunamelt et il a des visages. Elle a posé un magnétophone miniature pour l'interview. Elle boit son jus d'orange gorgée par gorgée, prend et repose son verre trop souvent, il la trouve jolie. Elle a un regard toujours étonné.
les joues pleines, le nez couvert de taches de rousseur, des boucles châtains jusqu'aux épaules. Frédéric n'arrive pas à voir la couleur de ses yeux. Elle n'arrête pas de les fermer et dès qu'elle les ouvre, elle baisse la tête vers son carnet de notes. Elle porte un legging noir, un juste au corps en jersey rouge assez décolleté. Il a remarqué ses seins. Une tenue qui n'est pas adaptée à la situation et à ce qu'elle aimerait que l'on projette sur elle. Une jeune et consciencieuse journaliste d'un grand journal. Mais qui séduit Esther. Il peut apercevoir le flux du sang dans les veines de ses tempes et de ses poignets, quand par instant, elle cesse d'agiter les mains. Il sait qu'il doit faire attention, il est professeur en position hiérarchique, il a signé une charte de comportement, mais il ne peut pas s'empêcher de jouer avec elle. Elle n'est pas son étudiante, même si elle en a l'âge, ils sont d'un point de vue de professionnel à égalité. Elle a noté toutes ces questions sur un cahier d'une petite écriture nerveuse, si française, remarque-t-il, éloignée des cursives rondes à l'américaine. Il allume une cigarette, il tient à la jointure de l'index, fume et fait des rondes fumées avec sa bouche. Elle rit, il se détend. Elle a oublié qu'il parle français couramment et quand il se rend compte que son anglais à elle est parfois approximatif, il change de langue. Elle s'étonne qu'il n'ait aucun accent américain, mais un français parsemé de pointes qu'elle a d'abord du mal à définir. Il lui raconte les rues sèches de Beaulieu, l'école primaire à Apt, il a lu Tistou les pouces verts de Maurice Druon, les contes bleus et les contes rouges du chat perché de Marcel Aimé, et Babar, elle aussi. À l'université, le domaine de la littérature française est en pleine rénovation et intéresse les politiques, la presse. Il agite l'administration, les intellectuels. C'est la réforme du canon. Il faut faire de la place à des auteurs francophones issus des Caraïbes, de l'Afrique du Nord. Il trouve la question nécessaire, mais il refuse la posture de victimaire de certains de ses collègues, le rejet de la littérature classique qui la nourrit. Il refuse de jouer une littérature contre une autre. Il s'oppose à ceux qui clament qu'il y aurait une oppression ou un impérialisme d'une littérature, d'une langue, le français. Il a 41 ans, refuse d'appartenir à un clan. C'est ce qu'il est par sa naissance, son enfance en France, sa classe sociale, cette bourgeoisie noire de Chicago, par le choix même de son domaine. Il ne s'est pas spécialisé en études afro-américaines, mais en littérature française. On lui a reproché sa fraternité avec Flaubert. « Dans quel camp êtes-vous » lui demande-t-on. « Celui des Blancs ?» Les 20 premières minutes de l'entretien, Esther ne saisit pas qu'une interview comprend des questions courtes et des réponses plus longues. Ce n'est pas un débat. Elle l'interrompt. C'est ainsi qu'elle fait d'habitude. Elle se précipite pour dire moi aussi, ou je ne suis pas d'accord, ou ajouter un exemple. Il se laisse faire. Peut-être parce qu'il est d'apparence si tranquille, si assuré, alors elle se calme. Il poursuit, il trouve ensemble un rythme, il n'y a pas de certitude sur ce qu'il faut penser, ce qui plaît à Esther. Elle l'écoute. Ils vont rester dans ce café face à face pendant 3 heures, sans se rendre compte du temps qui passe. Le jeu de la séduction est en marche, elle acquiesce à tout ce qu'il dit, lui sourit, il la regarde fixement. Esther l'interroge sur le dernier scandale en date, l'affaire Pierre Capretz, du nom d'un professeur de français de Yale. Pierre Capretz est un professeur d'origine française qui a conçu une série de petits films pour l'apprentissage du français qui ont un grand succès dans les campus américains. On peut suivre les aventures sentimentales de Robert, jeune étudiant américain. Il porte en permanence, sous son blazer, un t-shirt de Yale, et de Mireille, une étudiante française. Elle ne porte pas de soutien-gorge sous son haut blanc décolleté dans le dos. Dans un des épisodes, Mireille est assise sur un banc dans un jardin. Un Français la drague de manière insistante. Il s'appelle Jean-Pierre. Mireille ne se laisse pas faire, se lève et quitte le jardin. 3 étudiantes de Yale ont déposé une plainte officielle auprès des instances universitaires. Les clips de French in Action sont si sexistes qu'ils les empêchent d'apprendre correctement le français, explique-t-elle.
Elles ont demandé que Pierre Capretz supprime cette séquence. Il a refusé. Pour apprendre le français, vous devez utiliser une langue réelle, dans des situations réelles qui pourraient vous arriver en France. Ce genre de scène de drague ne choquerait personne en France. Esther s'est procuré ces cassettes vidéo, des épisodes, pour comprendre où est le scandale. Puis elle s'est demandé si elle-même n'est pas victime, sans le savoir, d'une vision patriarcale des relations entre les hommes et les femmes. Elle n'a pas été choquée par la drague lourde de Jean-Pierre. Elle sait ce qu'elle aurait fait, comme Mireille, elle l'aurait envoyé chier. Elle a lu le texte d'une féministe américaine. Attendez, je me demande si je sais pas si c'était une page. Non. Elle aurait lu le texte d'une féministe américaine qui assimile la pénétration à une soumission. Esther n'est pas d'accord, mais cela l'intéresse. Comment peut-on penser cela? Qu'est-ce que cela signifie? Quand à la fin de l'interview, à l'Union Square Café, Frédéric lui a pris la main et l'a gardée beaucoup trop longtemps dans la sienne, puis s'est penchée pour l'embrasser sur la joue, en dehors de toutes les règles usuelles, elle n'a rien dit. Pire, elle aurait aimé que cela dure encore longtemps, leur peau ensemble. Puis elle a imaginé davantage. Serait-elle pourrie de l'intérieur? Esther et Frédéric en sont au début. Un jeu sans conséquence, chacun pensant pouvoir maîtriser ce qui va se passer. Frédéric est marié, Esther doit retourner dans 10 semaines en France. Ils croient l'un et l'autre qu'ils peuvent choisir, que si l'inconscient peut jouer, Frédéric est en analyse, ce n'est qu'à la marge, pense Esther, persuadée qu'elle a beaucoup de chance, espérant même avoir un grand destin. Une vaste blague pour Frédéric. 5 juin 1991. Esther achète à la boutique du Metropolitan Museum l'affiche de l'exposition Van Gogh et 2 assiettes tournesol. Elles sont en plâtre peint, le fond en relief marron est censé représenter les graines, les bords cannelés bleus et jaunes des pétales. Elles ne sont pas pratiques, la nourriture s'incruste dans les stries, elle ne s'en est jamais débarrassée. Ses premières assiettes, son premier studio, son premier travail. Dans ce studio, tout lui plaît. La salle de bain à carreaux noirs et blancs, d'uniques et larges fenêtres qui reçoit tout le ciel bleu et dur de la ville, sa voisine française, Valérie, qui sonne à sa porte pour se présenter. Esther n'en revient pas de sa chance. Valérie fait la même taille qu'elle, petite, mais brune, enjouée, volubile, enthousiaste, s'extasiant de tout, complimentant Esther sur son studio vide, sa coupe de cheveux, ses sandales de chez Sacha, lui propose son aide comme si c'était naturel. Elle lui indique dans la 69e rue, Gino, la pizzeria, où Esther goûtera sa première focaccia à l'huile d'olive et prendra son premier kilo new-yorkais. Le Gracious Food, à 2 blocs sur la 3e avenue, où elle achètera un sachet d'argoula, la première fois qu'elle achète à la fois de la salade, en sachet et ses feuilles amères d'origine italienne, et Sables, qui propose des dizaines de sortes de harengs. La caissière glisse 2 bagels dans un sac en papier à l'ancienne du magasin, sur lequel est inscrit en lettres gothiques « Tout schlepp rend New York », une expression yiddish que l'on peut traduire par « pour traîner à New York ». Esther a envie d'appeler sa mère à Paris pour lui raconter qu'ici à New York, le yiddish est une langue commune, le monde entier n'est pas antisémite, contrairement à ce dont est persuadée Jacqueline. Ici, elle pourrait enfin respirer. Esther se moque volontiers des peurs de sa mère, sans vouloir les comprendre. Valérie s'étonne. Ses parents ont quitté la Tunisie dans les années 60. Elle sait tout de la couleur des carrelages de la cuisine de la maison de Tunis, des disputes entre ses parents, de l'arrivée dans un appartement à Hyères, dans l'Essonne, un jour de pluie. Sa mère, à laquelle elle téléphone tous les jours, connaît la date de ses règles, s'inquiète des mouvements de son intestin, de l'heure de son coucher et de celui de son réveil. Quand Esther avait 7 ou 8 ans, il lui semblait au contraire que sa mère, une femme d'une beauté stupéfiante, une Catherine Deneuve, brune, aux yeux verts et à la peau dorée, au nez minuscule, couvert de taches de rousseur, était une reine inatteignable, vivant dans un monde différent du sien. Elle portait tous les jours une robe d'une couleur différente, jaune safran, bleu outremer, rose fuchsia, maquillée d'un rouge à lèvres brique, parfumée de gouttes d'heure bleue derrière l'oreille, n'était pas un être à la présence physique confortable. Elle ne se souvient pas que sa mère l'ait prise dans ses bras, où il lui dit qu'elle l'aimait. Elle ne fait pourtant pas de doute que son amour est sans limite.
Esther a compris plus tard que Jacqueline vivait dans un monde pétri de dangers, qu'il est préférable qu'elle ne connaisse pas, qu'elle n'interroge pas sa mère, qui de toute façon refuserait de parler. Esther, encouragée par le bavardage de Valérie, qui a tenu à partager de nombreux détails de sa vie, préfère lui parler de sa grand-mère plutôt que de sa mère. Mina, au corps dense et moelleux, contre quel enfant Esther adorait se pelotonner. Mina, qui a 82 ans, ne veut rien perdre de ce qui arrive autour d'elle et pose des questions dont elle connaît déjà la réponse. Si Esther lui raconte qu'elle a déjeuné avec sa mère, Mina vérifie ensuite avec sa fille le menu des sujets de conversation. Il faut qu'aucun détail ne lui échappe. Mina aime confier à sa fille les souvenirs de son enfance, les pots de confiture de prunes et de cerises, devant lesquels elle hésitait pendant des heures, ne choisissant jamais le bon. Comme si son enfance se résumait à des pots de confiture, qu'il n'y ait rien d'autre à raconter sur Kishinev, en Ukraine, où elle est née en 1903. Elle avait 2 ans quand sa mère, qui en avait 18, avait caché dans ses langes, ses bijoux, et elles étaient parties toutes les deux, seules, vers Vienne, puis Paris. Esther n'avait pas connu sa jeune arrière-grand-mère. Chaya était morte à 34 ans. Trop de douleur, répétait Mina, qui s'était retrouvée seule à Paris à 18 ans, et épousé un homme plus âgé qu'elle, de 10 ans, venant comme elle de Bessarabie, né à Odessa, médecin. Ils s'étaient installés à Nutfreiland, où leur fille Jacqueline avait été élevée jusqu'à la guerre. Et le père de Mina, il était mort avant la naissance de sa fille. Esther en savait déjà trop. Seule était l'adjectif qui revient le plus souvent. Jacqueline se tient en arrière, de crainte que sa mère n'en raconte plus, silencieuse et au garde à vous au cas où. Après son divorce, Jacqueline est restée seule, refusant tous les hommes qui se présentaient à elle. Concentrant ses efforts sur sa fille unique, Jacqueline avait 42 ans et vivait dans une tension permanente pour offrir à Esther une jeunesse sans contrainte qu'elle n'hérite pas de ses fantômes. Cela a apparemment fonctionné. Esther pense n'avoir aucune inquiétude. Elle est même d'une ambition sans limite, ne voyant pas ce qui pourrait l'empêcher d'agir. Elle a entendu une fille de sa conférence à Sciences Po répéter « Elle a les dents qui rayent le parquet ». Peut-être parlait-elle d'elle ou d'une autre. Esther n'en était pas certaine. Elle avait assez d'intelligence pour savoir que les gens ne parlent que d'eux, qu'on ne voit bien que ses propres défauts. La fille était donc aussi ambitieuse qu'elle, juste moins obstinée qu'Esther, et pour cette raison, elle disparaît de cette histoire sans que l'on connaisse ni son nom ni son avenir. Esther arrivait avec des jupes courtes rue Saint-Guillaume et s'acharnait à obtenir les meilleures notes, les meilleurs stages, les meilleures appréciations. Clairement son ambition, elle serait une célèbre journaliste. Elle a assisté en novembre 1990 au cours de Relations internationales d'Alfred Grosser, spécialiste de l'Allemagne, héros de la réconciliation avec son pays de naissance. Il commentait en direct la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la fin du bloc soviétique, des dictatures en Europe de l'Est. Il était ému. Un nouveau monde plus libre débutait. Esther en était convaincue. Elle arrivait au bon moment. Sa génération serait celle du triomphe de la démocratie. Elle se rendait en cours tous les matins, passait ses après-midi à la bibliothèque, et chose qu'elle n'avouait pas à ses camarades, car il lui semblait que cela n'était pas dissible, pas à leur âge, 20 ans et à peine plus, une sorte de honte. Aller rendre visite à son père à l'hôpital Cochin, voulant croire de la même manière, obstinée, jusqu'à l'épuisement, que tout irait mieux et qu'il n'allait pas mourir. Elle avait tort, il est mort à la fin de sa dernière année universitaire. Puis Esther est partie faire ce stage de 3 mois, si convoité, avec le correspondant du Monde à New York, obtenu grâce à cette même persévérance qui parfois l'égarait, dans l'illusion de s'alléger du même coup de la peur de sa mère et de l'absence de son père. Tout cela, elle n'ose pas le confier à Valérie. Ça lui paraît trop éloigné de la vie normale des jeunes filles normales, mais elle est capable de lui affirmer « Ma vie adulte commence enfin ». Esther ne sait pas encore que le passé nous entrave, que ceux qu'on a laissés derrière soi, morts ou vivants, nous surveillent, que rien ne commence ni se termine vraiment. 4 juin 1991.
Esther a un rendez-vous avec le correspondant du Monde. Il se nomme Serge. Il vit et travaille au 45e étage d'une tour qui en compte 50. Il porte une chemise assortie à une cravate en cuir bleu électrique. Le trajet dans l'ascenseur s'est bien passé? Une fille a été violée il y a un mois par un type qui a bloqué l'appareil. L'ascenseur de l'immeuble a été l'ascenseur le plus dangereux de la ville de New York. Le New York Post y a même fait une photo en une, et il l'affiche et la montre à Esther. Elle louvoie lors de leur première conversation pour ne pas avoir à le tutoyer, ce qui serait embarrassant. Il a au moins 50 ans, ni à le louvoyer, ce qui la gêne, car il la tutoie. Elle commence toutes ses phrases par « on ». Lui n'a pas de temps à perdre. Il lui confie un rapport de 200 pages sur l'état des écoles publiques du Michigan. Il a besoin d'un résumé pour l'après-midi. Une action collective a été déposée par des parents d'élèves contre l'État. Il nous montre une chaise, elle peut s'asseoir pour lire. Le rapport énumère les plaintes. Une petite fille de 9 ans, nommée Jessica K., représentée par sa mère Yvette. En maternelle, elle a été blessée plusieurs fois en jouant car le sol de la cour de récréation est abîmé. L'unique toboggan est hérissé de bouts de métal tranchant. En first grade, le CP. La maîtresse est partie au bout de 2 mois. Elle a été remplacée par un éducateur sportif sans aucune expérience de l'apprentissage de l'alphabet. L'année suivante, 8 maîtresses et maîtres se sont succédés dans la classe de Jessie, a conté sa mère Yvette. En fourth grade, ses mains. La maîtresse est une femme d'une 60aine d'années, mutique, qui laisse la classe des heures entières sans surveillance. L'année suivante, Jessie adore son nouveau maître. Il lit des histoires aux enfants, leur demande d'illustrer des histoires lues, et ne leur apprend ni à lire ni à calculer. À l'âge de 10 ans, Jessie est testée. Elle est douée d'une intelligence plus élevée que la normale. Elle est calme, curieuse, effrayée par l'étude de certains enfants, mais ne sait toujours pas lire, ni écrire, ni compter. C'est pour cette raison que sa mère porte plainte contre l'État de Michigan. L'État nie un droit fondamental, le droit à l'éducation, à des enfants qui sont à 87% des enfants de couleur, résume le document juridique. Esther se dit « C'est donc cela l'Amérique ?» En repartant, elle bouscule une femme qui entre en même temps qu'elle dans l'ascenseur le plus dangereux de New York. Elle porte un uniforme en tissu synthétique vert bouteille, à galons dorés, des réboques blanches aux pieds. La femme a des visages. Aurait-elle été plus attentive si la femme avait été blanche? 2 juin 1991, 9 semaines avant l'accident. Esther est invitée à dîner par Will au Wolfgang's, un restaurant situé dans l'ancienne entrée de Grande Centrale où une clientèle d'hommes d'affaires avale des côtes de bœuf géantes. Il est anglais et parle, est parfait. Il travaille pour la banque qui gère le compte de la reine d'Angleterre et passe ses dimanches soirs à servir dans une soupe populaire. Il lui offre un CD des leaders de Mahler chantés par Kathleen Ferrier. C'est son premier date. Il l'embrasse sur la bouche, sur les marches du restaurant. Elle trouve sa langue molle. Elle écoute le disque en rentrant chez elle et se met à pleurer. Elle ne voit pas ce qu'elle peut faire avec Will. Puis elle rencontre un collègue de Will, Aziz. Sa mère est brésilienne, son père afghan. Il ne l'invite pas à dîner, il se contente de l'offrir à boire. Elle se retrouve chez Aziz. C'est la première nuit de canicule de l'été. Il la caresse avec un glaçon. Il ne lui demande pas son numéro de téléphone. Esther est perdue entre toutes les injonctions et les conseils que l'on offre à une jeune femme célibataire. La pression est grande. Ce statut est un échec. Il faut s'en sortir à tout prix, et pour cela, il faut être optimiste, trouver le génie en soi, et s'aimer, ne pas faire de compromis, être son meilleur ami. S'il vous laisse tomber, c'est qu'il ne vous mérite pas. Savoir faire des reproches, exiger ce qu'il y a de mieux, être cool et capricieuse à la fois, être l'ami des garçons, ne pas l'être, être leur ami, être marié avant 30 ans, sinon c'est foutu. Ça va dire non, une fille bien à une date de péremption. Esther tente de suivre les conseils de Valérie, sa voisine, qui lui a cité Time Magazine. Une femme de 35 ans à New York a davantage de chances de mourir dans un attentat que de se marier. Esther a encore quelques années devant elle, mais elle doit concentrer ses efforts si elle veut arriver sur la maîtrise des règles de la date. Sujet sur lequel elle a commencé par échouer. Elle n'aurait pas dû se rendre chez Aziz le premier soir, personne n'ayant pris le temps de lui préciser les étapes de ce qui ressemble, selon Valérie, davantage à la négociation d'un contrat au rapprochement de 2 âmes terrorisées. Valérie lui a recommandé la lecture d'un manuel sur les secrets des hommes. Comment les rendre fous de vous et se faire épouser par celui qu'on a choisi.
En résumé, finit par lui expliquer Valérie, qui, elle, est la moitié d'un couple parfait, un étudiant en médecine presque aussi bien qu'un type qui bosse dans la finance à New York, grâce à sa maîtrise de la date. Tu ne peux pas accepter une invitation à dîner qu'à plusieurs conditions. En semaine, la date doit avoir lieu au moins 5 jours après l'offre. C'est-à-dire que si l'offre est faite un lundi, le dîner ne peut avoir lieu avant le vendredi. Pour un samedi soir le plus demandé, le délai est d'une semaine. Le lieu choisi pour la date doit être à distance à pied du domicile de la fille, à moins qu'il ne s'agisse du dernier restaurant censé par New York Magazine. Un court trajet en taxi est envisageable. Lors de ce premier dîner, chacun se présente, hobbies, origine sociale et culturelle, religion, salaire, projet dans le but d'établir les bases d'une comptabilité. Si cette comptabilité paraît prometteuse, les deux individus sont composés d'éléments semblables. Ils aiment par exemple les fox terriers et sont tous les deux d'origine irlandaise, ou ils ont vécu une épreuve semblable, parents divorcés, grand-mère adorée décédée. On ne parle pas de drame, genre suicide, alcoolisme, inceste. Juste un épisode triste qui a été surmonté, sinon ça peut faire trop peur. Une deuxième rencontre est envisageable. Elle peut prendre la forme d'une activité commune, une activité qui plaît aux deux individus et avec qui est un lien supplémentaire. Le choix est large. Aller au cinéma, voir un film romantique et manger du popcorn est au top 1. Aller au bowling et boire de la bière est au top 2. La fluidité des gestes et des paroles échangées est essentielle pour passer à la troisième étape. Là, si tu acceptes à nouveau un dîner, il sera certainement romantique avec des chandelles et tout le tralala. Tu t'engages ainsi à te laisser embrasser. Pour ce qui est d'envisager une relation sexuelle, cela est à la libre appréciation de chacun selon sa culture religieuse. Ensuite, commence une nouvelle phase. On discute. Comment l'un et l'autre envisagent la relation future. Fidèle, exclusive, sérieuse, mariée à la clé, animaux domestiques, enfants, nombre d'enfants. Tout est possible. À chacun de proposer ses clauses. La relation peut être non exclusive. Chacun est dans des processus parallèles avec d'autres personnes. On ne peut l'en en blâmer. La clause est annoncée. Si l'un n'est pas d'accord, on peut rompre la relation sans reproche. Voilà, c'est simple. Pour Will, Esther a pensé être dans les clous du désir. Un dîner, puis la fuite. Il a laissé un message, elle n'a pas répondu. Valérie la corrige. Elle aurait dû être claire, lui expliquer, ils ne sont pas compatibles. Quoi, être clair, exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas à un garçon que l'on ne connaît pas, même si on a couché avec lui? Jamais, horrifiée, plutôt disparaître. Esther est horrifiée. Avec Aziz, Esther se croit encore en France, elle est restée floue lors de leur unique nuit. Ne recommence jamais, lui enjoint Valérie. Tu vas avoir la réputation d'une fille facile. Je suis certaine qu'il en a déjà parlé à tous ses collègues de la banque. À l'écouter, la vie a l'air simple. Valérie suit des cours de yoga. Elle encourage Esther à l'accompagner. Mais Esther n'arrive jamais à se concentrer. Respirez avec vos pieds, respirez avec votre estomac, leur dicte la professeure de yoga. À la place, Esther se répète en boucle qu'elle aimerait tomber amoureuse, au lieu de faire le vide dans sa tête. Valérie affirme « N'attends rien, tu auras tout ». Sur le moment, Esther trouve cela beau de rien attendre, laisser faire la vie. Mais elle en est incapable. Valérie a proposé à Esther de partager l'abonnement au câble et au New York Times et au New York Daily News pour avoir une meilleure idée de ce que pensent les New-Yorkais. Le soir, Valérie et Esther regardent ensemble dans le studio de Valérie des films de Howard Hawks sur Turner Classic Movies et 60 Minutes sur CBS. Elle vénère Diane Sawyer, trouve Lely Slal plutôt fade, admire Mike Wallace et Morley Safer, les enquêteurs présentateurs vedettes de l'émission. Ils ne peuvent s'empêcher de juger les coiffures et les vêtements des deux femmes. Diane Sawyer est élégante, Leslie Stahl mignonne et plus banale. Esther se rêve en Diane Sawyer et Valérie approuve son choix. Valérie veut devenir écrivain. Elle confie à Esther qu'elle a écrit un roman sur la violence sociale, la rage des enfants immigrés, sur ceux qui se révoltent contre le pouvoir. Ces jeunes qui sont rejetés des institutions, de l'école, du monde du travail, par les policiers, c'est moi. Valérie est impressionnée par l'engagement de Valérie.
Esther est impressionnée par l'engagement de Valérie. Oui, elle n'est jamais sortie du 6e arrondissement, mais est-ce qu'elle doit porter sa classe sociale, la bourgeoisie, comme une honte, ou pire encore, comme une prison qui lui interdirait de s'intéresser à l'autre? À toi de le prouver, mais ce n'est pas en te contentant de lire le New York Times, de regarder la télé et de vivre ici dans l'Upper East Side que tu vas comprendre quoi que ce soit. Le soir de sa dette ratée avec Will, le banquier parfait, Esther se couche en pensant aux écoles délabrées de Détroit, à Jessica, à sa mère. Elle supposait, du haut de ses 24 ans, de son diplôme de Sciences Po, que l'esclavage était terminé depuis la guerre de sécession et la ségrégation dans le Sud depuis la lutte pour les droits civiques, qu'elle était inexistante dans le Nord, qu'il suffisait de bien travailler à l'école publique pour s'en sortir. Esther ne sait rien. Esther est blanche, elle est juive, elle vient du 6e arrondissement. À l'école alsacienne, il y avait un élève noir par classe au mieux. Ni elle, ni apparemment personne ne voyait le problème. Quand aux autres élèves, ils débattaient de l'absence de diversité, le problème était pour eux social et économique. La pauvreté, la faiblesse du salaire minimum, voilà l'enjeu. La question raciale est ignorée. En seconde, Delphine mesurait déjà 1,75 m, portait des chemises à carreaux de grand-père, des jeans serrés et des Santiago. Elle confiait ses bons plans à Esther. Elle achetait ses chaussures de chez Sacha, la marque à la mode, chez un revendeur du marché à Malakoff, un tiers du prix en boutique. Delphine était la première à prendre la parole, à s'offusquer pendant la récré, tout en cachant sa cigarette des surveillants. Du tournant de la rigueur en 1983. Mitterrand n'est pas de gauche, il est d'extrême droite. Tu n'es pas au courant qu'il a reçu la Francisque et la Légion d'honneur de Vichy pendant la guerre? Esther essaiera plus tard de convaincre Frédéric qu'elle est colorblind, qu'elle ne voit pas la couleur de la peau, que cela n'a aucune importance pour elle, que Delphine, son amie de lycée, soit d'origine antillaise. Il haussera les épaules. C'est bien un truc de gentils blancs, libéraux, qui refusent de reconnaître leur part de racisme et de préjugés. Esther a repéré Frédéric Armitage sur C-SPAN, la chaîne de transmission des débats publics. Il est professeur de littérature, essayiste, indique le présentateur, qui l'interroge sur les suites de l'arrestation de Rodney King. En ce début d'été 1991, les journalistes s'offusquent ou minent de découvrir le racisme de la police, les violences subies par les jeunes à la peau noire. Il est questionné sur les raisons d'espérer pour la communauté noire. Il n'est pas optimiste. Frédéric Armitage a un air à la fois désireux et doux pour réclamer. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aimer? Esther s'est répété cette question. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aimer? Elle a proposé à Serge, le correspondant du Monde, d'interviewer cet homme qui professe l'amour. Et ainsi, elle le trouve très beau, il ne porte pas d'alliance, et elle a bien regardé. Voilà, je vous laisse découvrir la suite de Nuit d'été à Brooklyn, et j'espère à bientôt.